vous allez nous aider à comprendre ce qui se passe en Ukraine, parce que non seulement on ne comprend pas tout, c'est très très flou, les informations nous arrivent de moins en moins souvent, on en a beaucoup parlé pendant les événements de la place Maïdan, maintenant ça arrive au compte-gouttes. Suivant qu'on soit en France, en Belgique, en Suisse, dans les pays anglo-saxons, on n'a pas les mêmes informations. Alors vous allez certainement nous parler de désinformation, enfin... De propagande peut-être. De propagande même. Hein. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez tout d'abord ce que c'est ce comité représentatif et quelle est sa fonction. Alors, le comité représentatif de la communauté ukrainienne a été créé en 1997. Pardon, hein, je vais essayer de vous regarder aussi, parce que c'est pas très aisé. Mais... Il y a un écran. Oui, d'accord. Oui, mais moi, j'aime bien regarder un peu tout le monde. Donc, un comité qui a été créé en 1997 à l'initiative d'associations historiques de la diaspora ukrainienne. La diaspora ukrainienne, c'est en fait 4 vagues d'immigration. Alors, je ne vais pas faire dans le détail, mais première vague d'immigration au début du XXe siècle. Et puis ensuite, une immigration plutôt économique. Donc, la première immigration, c'était surtout des intellectuels ukrainiens et aussi une immigration politique. Et puis, entre les deux guerres, une immigration plutôt économique. Mes grands-parents, par exemple, les uns sont arrivés en Champagne et les autres dans le Gâtinais en tant qu'ouvriers agricoles avec un contrat d'ouvrier agricole polonais, puisque venant de l'ouest de l'Ukraine, entre les deux guerres était sous domination, enfin sous occupation polonaise. Et donc, ils sont arrivés avec un passeport polonais et pour travailler avec un contrat. Voilà. Donc, une immigration économique. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, là, une immigration politique, de nouveau, après la Seconde Guerre mondiale. Donc. Et puis, une 4e vague d'immigration qui est la plus récente, qui date d'il y a une quinzaine d'années à peu près, avec, encore une fois, l'ouest de l'Ukraine qui est vidé de sa population pour venir travailler en Europe. Donc, le comité représentatif, créé en 1997 à l'initiative de 15 membres fondateurs, et qui, en fait, des associations qui sont très disparates dans leurs objectifs, puisqu'il y a l'association des femmes ukrainiennes, il y a l'école ukrainienne, il y a la bibliothèque ukrainienne de Paris, il y a l'association de la jeunesse ukrainienne. Enfin, voilà, donc je ne vais pas toutes les énumérer aujourd'hui. Donc des gens qui se réunissent et qui disent, à un moment donné, il faut, même si nos objectifs sont un peu différents, même quelquefois si nos positions sont un peu différentes sur l'Ukraine, on doit se réunir pour coordonner nos actions et être plus forts ensemble. Voilà. Et donc depuis 1997, ces associations, pour certaines, ont disparu, d'autres continuent, plus ou moins actives, mais voilà, le comité aussi existe parce que se renouvelle par ses membres et a aussi une importance dans la vie même politique, je dirais, et un engagement politique en France et aussi mondial, puisqu'on est membre du Congrès mondial ukrainien, qui représente 20 millions d'Ukrainiens dans le monde, répartis sur 33 pays, et qui défend les intérêts des Ukrainiens partout dans le monde, et qui travaille beaucoup, et là, pour le coup, le Congrès mondial ukrainien a beaucoup œuvré en Europe pour faire connaître la situation plus que critique sous le mandat de M. Yanukovych, dénonçant les réfugiés, les prisonniers politiques comme Mme Tymoshenko, et allant régulièrement en Europe rencontrer les dirigeants européens. Nous sommes également membres du Congrès européen des Ukrainiens, dont le siège est à Londres. Le Congrès mondial, le siège est à Toronto. D'accord. Et en France, vous représentez combien de personnes ? En France, on représente à peu près 150 000 Ukrainiens, donc qu'on répartit comme suit, à peu près 75 000, 80 000 Ukrainiens de l'ancienne diaspora, donc des Français d'origine ukrainienne, intégrés, que souvent vous ne vous voyez pas, ou très peu. C'est un petit peu le problème, hein. On en discutait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un pays qui, au vu de la France, qui a très peu d'existence. L'Ukraine a une existence très ancienne.
Donc je finis sur la répartition du comité. Donc 75-80 000 Ukrainiens français d'origine ukrainienne et le reste est composé d'Ukrainiens récemment arrivés qui sont eux aussi, qui ont gardé la citoyenneté ukrainienne, mais qui sont souvent mariés à des Français ou des Françaises, qui sont souvent cadres dans des entreprises françaises. Voilà, donc c'est à peu près 150 000 Ukrainiens répartis sur tout le territoire de la France, essentiellement en Île-de-France, mais une grosse immigration dans le nord, dans l'est, je pense en Lorraine, à Mulhouse, Metz, Strasbourg, à Caen aussi, beaucoup en Normandie, et puis Toulouse, parce qu'il y avait Toulouse-Albi, il y avait beaucoup de mines, et là aussi une main-d'œuvre ukrainienne importante. Donc vous représentez 150 000 personnes en France. Oui, j'essaye. Ouais, vous essayez. Donc en quoi consiste votre boulot au quotidien? Mon boulot au quotidien, répondre à des invitations superbes d'avenir en Alsace. C'est là, voilà, avec l'actualité, on va rentrer un peu dans l'actualité. Concrètement, c'est ça, c'est s'adresser à des députés, s'adresser au gouvernement français, au ministre des Affaires étrangères en particulier, à M. Hollande, dès le début du Maïdan, et leur dire attention, il se passe des choses très graves en Ukraine, et vous êtes sans doute loin encore d'imaginer ce qui va se passer. Parce que ce scénario, alors je vais rentrer dans... Allez-y. On m'avait dit que je pouvais me lâcher. Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Ce scénario, en fait, a été écrit de toutes mains par M. Poutine depuis très longtemps déjà. Et ce n'est pas juste des étudiants qui, début novembre, se sont réunis, qui ont mené l'Ukraine dans la situation où on est aujourd'hui. Alors, on va donc commencer par le commencement. Donc, il y a ces premières manifestations l'hiver dernier. Le prétexte était ce fameux traité qui devait être signé avec l'Europe. Voilà, donc un partenariat oriental qui a été déjà pensé il y a très longtemps, déjà sous le mandat de Viktor Yushchenko, ce président de la révolution, porté par la révolution orange, qui a été, on le sait, défiguré par un empoisonnement. Alors à la dioxine. Les experts sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent c'est une maladie. Maintenant, aujourd'hui, je pense que on est. Je sais que vous allez faire de la provocation, mais là quand même. Vous m'avez demandé d'en faire un petit peu. Oui, mais là tout le monde s'accorde à dire effectivement que c'est un empoisonnement. Alors la main qui a donné le poison, on n'a pas encore identifié, ou en tout cas elle est identifiée mais pas publiée. Mais il est évident que ce président gênait, et comme par le passé, l'Ukraine, on parlait d'une histoire assez ancienne, elle est très ancienne cette histoire, parce que permettez-moi de remonter jusqu'à la reine Anne de Kiev qui, en épousant Henri Ier en 1051, devient reine de France. Ça sont les premières bases des liens entre la France et l'Ukraine, qui sont à deux extrémités de l'Europe. Voilà. Donc une histoire très ancienne, et au cours de l'histoire de l'Ukraine, chaque dirigeant, chaque chef d'État gênant a été éliminé par la Russie. Voilà, on ne va pas forcément les énumérer ici, mais voilà. Petlura, par exemple, Simon Petlura, chef du directoire en 1918 de la première république officielle ukrainienne, est assassiné à Paris le 25 mai 1926 de la main d'un juif prétendument rescapé de pogrom qui aurait été organisé par Petlura. Pardon, je rentre dans des méandres là un petit peu compliqués. On est un peu court en cette soirée pour expliquer tout ça. Ce que vous voulez nous expliquer, c'est que la propagande russe, en fait, qu'elle soit aujourd'hui et qu'elle s'appelle poutinienne, hier soviétique ou encore avant-hier bolchevique, cette propagande russe s'est toujours attachée à malmener l'image de l'Ukraine à l'étranger. Et le Maïdan, là, on est en plein. Là, vous avez un exemple type de la propagande russe. Qu'est-ce que représente l'Ukraine pour la Russie, alors ?
Elle représente tout. Staline l'a écrit dans sa correspondance avec Kaganovitch en 1933, quand il organisait la famine qui a fait 10 millions de morts en une année, qu'on appelle le Holodomor. Alors ça, c'est dans les années 30. Hein. Ça, c'était dans les années 32-33, en fait, l'hiver 32-33. Staline écrit à Kaganovitch que sans l'Ukraine, ils n'arriveront pas à respecter les plans quinquennaux qui sont fixés, et que de toute façon, il leur faut l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une terre riche, une terre noire. Je ne sais pas si ici il y a des entrepreneurs, peut-être des responsables d'exploitation agricole, ou certains peut-être sont allés en Ukraine, je ne sais pas, levez la main ceux qui sont allés. C'est pas grave, pour les autres il est temps encore. Hein, et après la soirée, j'espère que vous aurez... Il y a peut-être un agent de voyage, une agence de voyage ce soir qui pourra prendre la liste des personnes qui pourront organiser un voyage. En tout cas, on pourra vous aider. La terre noire d'Ukraine, c'est vraiment une terre qui est très riche. L'Ukraine, on l'a tous appris quand on était plus jeune. Le grenier à blé de l'Europe, ça avait du sens. C'était ça la réalité. Et le comble, c'est quand même d'avoir réussi à affamer et à faire mourir de faim des gens qui nourrissaient l'Europe. Ça, c'est un truc incroyable. Et c'est 10 millions de morts en une année, un hiver. Et donc l'Ukraine, il y a la terre noire, il y a tout en Ukraine. C'est comme la France finalement. C'est assez semblable. Quand vous prenez les cartes, vous voyez Marseille-Odessa, à peu près pratiquement à la même longitude, c'est ça on dit, latitude. Paris est également sur un grand fleuve, la Seine, comme Kiev est sur le Dniepro. Il y a des Carpates, les Vosges, pas très loin d'ici, non, c'est ça, un peu plus au nord, pas tout très près. Loin. Des plaines, des steppes. Il y a même le plateau du Larzac pour être comparé à la steppe ukrainienne finalement. Il y a tout. En Ukraine comme en France. Et donc, l'Ukraine a toujours été convoitée par ses voisins. L'Ukraine est un pays qui n'a jamais, absolument jamais, déclaré la guerre à aucun de ses voisins. En revanche, tout le monde a essayé de se la partager. Tout le monde. Les Polonais, les Lituaniens, les Russes, de nouveau les Polonais, les Allemands même. Les Allemands ont même pris de la terre ukrainienne dans les wagons pour la transporter jusqu'en Allemagne. Les Allemands, ils ont été jusqu'en Russie aussi. Oui, hein, ils n'en voulaient pas qu'aux Ukrainiens. Oui, mais ils n'ont pas volé la terre des Russes. Oui, ça paraît très étonnant. Donc, il y a beaucoup de ressources souterraines aussi. Il y a un sous-sol très riche en Ukraine. Et une fois, j'ai fait la réflexion à mon mari, que j'ai laissé à Paris, qui est d'origine aussi ukrainienne. Et je lui ai dit, mais pourquoi tant d'acharnement quand même? Il me dit, mais quand tu as tout chez toi, et surtout pourquoi les Ukrainiens n'ont jamais été voir au-delà? Et il m'a dit, mais quand tu as tout chez toi, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Hein. Quand tu es bien chez toi, tu es bien et tu as envie d'accueillir. Et là, je rebondis sur votre accueil. C'est ça aussi l'accueil des Ukrainiens, et c'est peut-être ce qui fait... moi, je suis petite fille d'Ukrainien, mais je suis aussi française. Et je me dis, mais j'aurais jamais pu supporter un truc comme ils ont supporté pendant le Maïdan. On va y revenir. Mais quand on fait la chronologie du Maïdan, mais aucun de nous n'aurait pu supporter un dixième de ce qu'ils ont supporté. Et pourtant, ils ont supporté ça. Et ils ont une force incroyable. Et cette force, je pense qu'ils l'appuient simplement sur la terre ukrainienne elle-même. Une énergie incroyable et puis un accueil dingue. Ils n'ont rien, mais ils vous donnent tout. Moi, je me souviens, en 1994, je fais appel à des souvenirs privés, là, mais en 1994, j'ai rencontré ma famille pour la première fois avec mon père, qui rencontrait lui-même pour la première fois ses cousins et ses cousines. Parce que l'Union soviétique, ça a quand même été ça. C'était un paradis tellement inaccessible qu'il était même fermé aux Occidentaux. Et donc, on nous a quand même volé une bonne partie de notre vie. Là, on a des comptes à rendre. Enfin, en tout cas, on doit nous rendre des comptes à un moment donné aussi. Et donc, je découvre une famille et c'était des moments d'émotion incroyables. Enfin, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ma famille, d'ailleurs. Mais l'accueil. L'accueil, voilà. Dans une journée, la première journée qu'on a passée au village, on a fait 4 familles, et 4 familles où les tables étaient remplies de denrées, de mets plus bons les uns que les autres. Bien sûr, on était de la famille, et de la famille qui venait de France en plus, donc c'était quand même quelque chose. Mais c'est comme ça partout. Vous rentrez dans une maison ukrainienne, vous ne pouvez pas
ne pas manger, vous ne pouvez pas ne pas boire, et même ce serait mal vu. Ça voudrait dire même que vous pourriez sortir de la maison, dire aux voisins, bah non, ils m'ont même pas donné à manger. Là, ce serait un affront total. Donc il y a vraiment un accueil incroyable. Et en 94, je mens quand je dis que j'étais la première fois en 94 avec mes parents. C'était en juillet. J'étais allée avant en février. Et donc en plein hiver, et je me souviens d'être allée à Kiev par moins 20, moins 25 la nuit, et d'avoir été accueillie par des familles qui ne me connaissaient absolument pas, et d'avoir été reçue mais, comme une reine. Et ils avaient sorti toutes les conserves de tout l'été pour remplir la table. Et je me souviens de copains qui venaient, qui étaient en fait des chanteurs des chœurs de l'ex-Armée Rouge que j'avais rencontrés à Paris quelques mois auparavant, et qui venaient avec 2 oranges précieuses qu'ils avaient payées sans doute une fortune, et qui nous accueillaient avec 2 oranges. Enfin, voilà. Donc, voilà. Pardon pour la parenthèse. Non, mais c'est intéressant, ça donne envie d'y aller. Hein, mais je suis là pour ça. Voilà. J'ai un quota à respecter, donc à remplir. On vous donnera une liste tout à l'heure. Voilà. L'Ukraine est indépendante depuis 1991. Est-ce que, aussi peut-être, suite à l'éclatement de l'Empire soviétique, c'est aussi peut-être dû à la faiblesse relative de la Russie à ce moment-là qu'elle a pu avoir son indépendance. Est-ce que c'est depuis ce temps-là que la Russie lorgne à nouveau dessus ? Oui, mais la Russie a toujours lorgné sur ses voisins de toute façon. Donc oui, peut-être un peu plus depuis 91, parce que finalement, elle a perdu beaucoup. Rappelons que l'URSS, quand même, c'était... En Occident, on a l'impression, j'ai l'impression, et surtout c'est le Maïdan qui m'a obligée à quelques réflexions, et j'ai l'impression, mais peut-être vous allez me confirmer, ou peut-être je veux que ce soit un débat aussi, si c'est possible. Je sais qu'il y a des questions après, mais il y a des questions quand les gens veulent. Peut-être maintenant. J'ai l'impression que l'entité URSS en France a été validée comme une entité étatique. Comme un État qui est la Russie. Voilà, l'URSS, c'est la Russie. Dans beaucoup de... Voilà, en tout cas, souvent on entend ça, et comme quelque chose, comme un consensus qui aurait correspondu aussi, qui satisfaisait aussi les pays qui étaient annexés. Or, l'URSS, c'est quand même l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais c'était des pays qui étaient annexés. Ça a été validé, certes, par des puissances occidentales, et du coup un bloc qui était au-delà d'une frontière Est, et dont on ne s'occupait pas finalement, puisque c'était sous le giron de la Russie, les pays baltes compris. Aujourd'hui, les pays baltes sont en Europe, mais c'était des pays qui étaient occupés quand même à l'époque. Et donc je pense que c'est important de rappeler que, en tout cas pour les Ukrainiens, il est très clair que les Ukrainiens ne sont pas des Russes. Maintenant, si la Russie a un problème psychologique, peut-être qu'on peut leur proposer une psychothérapie nationale, mais c'est leur problème, Poutine. Parce que souvent on a parlé de « oui, mais quand même, Poutine, il faut le comprendre, il a été vexé, l'éclatement de l'Empire ». Oui, ça, c'est son problème à lui. Mais alors ça, c'est des choses qu'on entend relativement souvent. Mais au niveau de la défense, géographiquement, l'Ukraine est placée... On ne peut pas justifier l'annexion de l'Ukraine de nouveau aujourd'hui sur juste... Oui, mais bon, quand même, il faut comprendre M. Poutine. Non, bien sûr. Mais ce sont des commentaires qu'on entend de temps en temps. Des commentaires politiques qu'on entend. Même d'hommes politiques, oui. Bon, rassurez-moi, l'Ukraine n'est pas encore annexée. Vous parlez de l'annexion de l'Ukraine. Ah ben si, la Crimée, elle est annexée. La Crimée, oui, d'accord. La Crimée et l'Est. Alors... Ces petits hommes verts qu'on nous présentait comme des petits hommes verts non identifiés au moment de l'annexion de la Crimée, ces petits hommes verts sont maintenant déplacés dans l'Est. Donc aujourd'hui, de fait, la Crimée est occupée par la Russie. Et on l'a vu en plus en grande pompe. Là, ça a été officialisé le 9 mai avec l'arrivée de M. Poutine par la mer, sur un bateau. Toute cette mise en scène qui est quand même scandaleuse. Mais aujourd'hui, ces hommes verts ont été déplacés dans l'est de l'Ukraine, dans 2 régions. Ce n'est pas tout l'est de l'Ukraine aussi. Si vous avez une carte, on pourra voir dans le détail. Deux régions, c'est... alors, je n'ai pas fait la comparaison avec la France, mais ce serait, je sais pas, l'Alsace et les Vosges peut-être, qui seraient occupées aujourd'hui par des forces russes. Alors qu'on dit... qu'on a présenté longtemps comme des séparatistes ukrainiens pro-russes, qui en fait
on l'a compris maintenant, ne sont pas des séparatistes ukrainiens pro-russes, mais des terroristes qui viennent mettre le chaos en Ukraine. Ces terroristes sont des Russes, des Tchétchènes, des mercenaires en tout cas, qui sont déplacés de conflit en conflit et qui viennent là pour mettre le chaos véritablement en Ukraine et pour faire croire qu'il y a le chaos en Ukraine. Or, avant l'arrivée de M. Poutine et l'intérêt de M. Poutine pour ces régions, il ne se passait rien. Sauf d'avoir une vie tout à fait paisible et des gens qui vivaient en bonne entente. Alors, il faudrait que vous nous expliquiez, on va revenir à la place Maïdan, quelle est la part de propagande et des informations dans ce que vous venez de dire par rapport à ces forces qui sont donc dans l'est de l'Ukraine et qu'on a retrouvées parfois sur la place Maïdan aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu un mélange des gens sur cette place, pas au départ. Au départ, c'était vraiment des manifestations populaires, mais qui ont dégénéré pour beaucoup de raisons. Alors, on va peut-être revenir au pourquoi de ces manifestations. Alors, le pourquoi des manifestations. Donc, oui, on était parti sur le M. Yushchenko qui avait entamé des pourparlers avec l'Europe en vue d'une adhésion dans 152 ans peut-être. Voilà, parce que l'Europe est quand même assez frileuse à faire entrer de nouveaux membres. C'est un autre sujet, je suis d'accord. C'est un autre sujet. Non, mais c'est pas un problème. Mais ça dépend. Il y en a qui disent qu'ils en font rentrer trop. Donc, ça dépend du point de vue. Manifestement, pour avoir encore rencontré quelques députés européens à Strasbourg au mois de février, certains commencent à parler de cercle, que finalement, je peux la citer, Madame de Sarnez m'a expliqué de façon très concentrée que finalement, ça avait été une erreur de faire croire à l'Ukraine qu'un jour, il pourrait rentrer dans l'Europe parce que on ne peut pas faire rentrer n'importe qui, et en tout cas, il faut arrêter de faire rentrer des pays dans cette Europe, mais plutôt commencer à parler de cercle et voilà, d'avoir des étapes. Bon. Donc, elle n'a pas beaucoup aimé ma réflexion quand je lui ai dit finalement, vous êtes en train de me dire que heureusement que M. Yanukovych n'a pas signé ce partenariat oriental. Et là, elle m'a dit, mais si vous commencez à m'agresser, la discussion s'arrête là. Je dis, je ne vous agresse pas, je veux juste essayer de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Et donc finalement, ça a soulagé sans doute certains en Europe que M. Yanukovych n'aille pas jusqu'à la signature. Donc Viktor Yushchenko entame des pourparlers avec l'Europe dès 2008-2009 en vue d'un partenariat oriental. Et donc depuis 2008, il y a des gens en Europe, en Ukraine, des délégations qui se rencontrent et qui travaillent sur les différents sujets de réforme à envisager. Ça concerne la justice, ça concerne la fiscalité, ça concerne le politique tout simplement, les réformes administratives, pour pouvoir justement adhérer ou en tout cas se rapprocher des standards européens. Donc depuis toutes ces années, les gens C'était plus un traité d'échange que d'adhésion à l'Union. C'était un échange, des échanges pour que l'Ukraine se mette aux normes se mette aux normes européennes et se défasse de ce carcan post-soviétique en fait, dans lequel elle était enfermée et dans lequel M. Poutine veut continuer à l'enfermer. Et donc en 2010, quand Yanukovych arrive au pouvoir, il a fait toute sa campagne électorale en parlant de ce contrat d'association avec l'Europe et en disant que bien sûr, arrivé au pouvoir, il continuera ce projet et bien sûr, il arrivera à signer ce partenariat oriental. Et puis là, arrive Vilnius. La date du contrat, de la signature est fixée le 28 et 29 novembre. Enfin, le 29 novembre, le contrat doit être signé à Vilnius. Et là, en fait, on sent de plus en plus que cette signature ne va pas se faire. Et dès l'été 2013, quand même, la Russie... Parce que M. Poutine, donc il y a les Européens avec ce contrat de partenariat oriental, et puis il y a aussi M. Poutine qui propose un contrat, une idée d'Eurasie, et qui fait des pieds et des mains, et qui dit, ben non, l'Ukraine, historiquement, vous êtes notre frère, notre sœur, je ne sais pas quoi encore, vous avez plus intérêt à travailler avec nous. Les deux ne sont pas incompatibles, on peut être partenaires. Vous êtes tous des entrepreneurs, ou la plupart, vous n'avez pas un seul client.
Heureusement, parce que si vous avez un seul client, le jour où le client ne vous achète plus, ben c'est fini, on le sait. Donc il est possible de faire des partenariats avec différents interlocuteurs. Monsieur Poutine, non, n'envisage pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait? L'été 2013, il bloque les exportations vers la Russie des chocolats de monsieur Poroshenko. Donc le nouveau président. Le nouveau président. Mais ce ne sont pas seulement les chocolats, ce sont aussi tous les produits laitiers ukrainiens. Et les produits laitiers, c'est le lait, le beurre, le fromage, qui représentent des exportations assez importantes vers la Russie. Et M. Poutine veut dire là, regardez, si vous travaillez avec les Européens, moi je vous bloque vos exportations, et donc du coup je mets en défaut votre économie. Et donc Yanukovych, il est entre les deux. Pardon ? Voilà, et il a fait un chantage au gaz, puisqu'il a mis un peu d'argent sur la table, 15 milliards, alors je ne sais plus si c'est d'euros ou de dollars, qu'il n'a pas payé, hein, c'était que du vent, en contrepartie de la baisse du prix du gaz, qui depuis d'ailleurs est revenu à un taux normal, même depuis la fuite de Yanukovych. Tout de suite, Poutine s'est empressé de remettre, alors je ne sais plus, c'est 495 ou 85 dollars au lieu, je ne connais pas la mesure, hein, pardon, peut-être certains, du mètre cube de gaz, ou je ne sais pas, contre 265 à l'époque, ou 268. Mais là aussi, c'était du bluff. C'était, et par ces 15 milliards, qu'il n'a pas, c'était pas un chèque, hein, qu'il a fait, c'était un système financier de pourcentage sur des crédits. Enfin, voilà. En gros, c'était une proposition alternative à la proposition européenne. C'était même pas une proposition alternative. Ça se voulait être une proposition alternative. C'était une surenchère, quelque sorte. C'était une surenchère, mais qui était une surenchère pour mieux encore tenir l'Ukraine et avoir l'Ukraine sous sa coupe, finalement, pour plusieurs années. On parle du gaz. Rappelons-nous qu'en 2010, quand Yanukovych est arrivé au pouvoir, il a négocié un prix du gaz avec Poutine. Ça s'appelle le traité de Kharkiv. Le traité de Kharkiv donnait à la Russie, prolongeait le contrat de Sévastopol, donc le port qui est en Crimée. Les Russes sont locataires de ce port, une en base principe. Militaire. Voilà. Ils en ont fait une base militaire. Ils tirent à vue sur tous les bateaux qui dépassent la limite des eaux territoriales parce qu'ils considèrent que ce sont leurs eaux à eux. Et donc, il y a des bateaux de pêcheurs qui ont déjà coulé parce qu'ils ont tiré dessus. Donc, ils se considèrent pas comme locataires, mais comme propriétaires de cette base. Et donc, le contrat devait se terminer en 2017. Yanukovych arrive au pouvoir en février 2010 et il s'empresse, dans le mois qui suit, d'aller à Kharkiv, signer avec Poutine ou Medvedev, je ne sais plus lequel était Premier ministre ou président à l'époque, puisqu'ils ont avaient instauré l'alternance. Une tournante. Voilà. Ouais. Une présidence, oui, une alternance. Et donc, ce contrat, c'était 2017, on prolonge le contrat de 25 ans, donc ça nous ramène à 2042. Vous continuez à être locataire jusqu'en 2042 de ce port. En contrepartie, vous nous baissez le prix du gaz. Quand Yushchenko était au pouvoir, il avait dit 2017, on arrête le contrat de Sévastopol, les Russes, vous rentrez chez vous. Et ça, c'était pas possible. Il fallait absolument que Poutine assure ses arrières. Et donc, Yanukovych avait déjà négocié un prix du gaz. Mais dans les faits, ça ne s'était pas réalisé, puisque finalement, le prix du gaz, il a été obligé de l'acheter en partie en Europe. Enfin, il y a tout un circuit comme ça qu'il a été obligé de faire. Et finalement, ce prix... Ce que je veux dire, c'est que Poutine propose des choses qu'il ne tient pas. Il signe des contrats qu'il casse de fait. Là, le contrat qui a été signé sur le prix du gaz, il l'a de fait cassé unilatéralement avec la fuite de Yanukovych. Parce que c'est le nouveau gouvernement provisoire qui a été mis en place qui devient son interlocuteur. Et c'est un interlocuteur qu'il ne reconnaît pas. Donc il dit, non, le contrat, il saute. Voilà. C'est comme ça.
Alors, on revient à Poutine, Oui. parce que vous ne l'aimez pas du tout, mais on va essayer, Moi, de le défendre un petit peu, de voir... C'est lui surtout qui ne nous aime pas, hein. Vu ce qu'il fait. Moi, j'avais pas de souci avec Poutine particulièrement, sauf de voir comment il traite même le peuple russe chez lui. Il y a quand même, en 2013, près de 50 journalistes russes qui ont été assassinés. On n'en parle pas tellement dans la presse française. On n'en parle pas du tout. Ouais. Sans compter les droits de l'homme qui sont floués, sans compter les ONG qui sont interdites, sans compter... Voilà, enfin, on peut faire la liste. Donc, moi, je pense que l'Ukraine est en train d'essuyer les plâtres pour le peuple russe qui vient après. Et Poutine, il a peur de ça. Parce qu'il sait que si l'Ukraine réussit, son pays s'effondre. Hein, parce que d'autres vont suivre, hein, forcément. Donc, pardon pour cette parenthèse. Ah, mais aucun souci. La place Maïdan, donc les premières manifestations. Donc les premières manifestations, c'est le 21 novembre. Le 21 novembre, des jeunes étudiants ukrainiens se réunissent sur la place du Maïdan pour dire à Yanukovych, pour lui rappeler sa promesse de campagne électorale et lui dire qu'on peut l'aider à signer ce contrat à Vilnius et que ce contrat à Vilnius, c'est non seulement un contrat avec l'Europe, alors avec qui engage sur des réformes profondes de la société civile, de la société politique, de l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, et différents autres domaines. Mais surtout, c'est pour ces jeunes, la signature, c'est pour ces jeunes un espoir d'un véritable changement de la société civile. Ces jeunes, rappelons-le, sont pour la plupart des jeunes qui ont pu bénéficier, qui sont donc dans des grandes universités ukrainiennes, et qui ont pu bénéficier de bourses européennes ou qui ont pu bénéficier de programmes comme Erasmus et qui sont allés en Occident et qui ont vu qu'en Occident, il se passait des choses intéressantes et qu'une société civile en Occident correspondait mieux à leurs aspirations. Les réseaux sociaux contribuent aussi beaucoup dans ces échanges. Et donc ces jeunes disent à M. Yanukovych, là, on est prêt à répondre aux standards démocratiques européens, occidentaux. Et tout ce que tu nous proposes de corruption, une corruption qui gangrène le pays, vraiment, c'est organisé au plus haut de l'État et ça va jusqu'à la base. Mais cette corruption, elle est historique, elle est déjà de l'Union soviétique. Tout ce système l'Union soviétique reposait sur cette corruption déjà. C'est-à-dire que tout le monde était impliqué dans des trafics. Alors, ça paraît énorme ce que je dis. Hein. Non. Mais, on se rappelle des images du palais présidentiel de Yanukovych. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est le palais présidentiel de Poutine. Mais ça viendra, un peu de patience. Sa datcha en Crimée, parce qu'il s'est fait construire une datcha. Mais la Crimée est un bel endroit de villégiature. Voilà, oui, hein, mais très volontiers d'accueillir qui respecte les lois et le peuple.